Yo tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de dopage. On va définir le dopage, on va voir pourquoi les gens se dopent, quels sont les différents types de dopage et concrètement qu'est-ce que ça implique dans notre sport. C'est parti! Alors tout d'abord, la définition du dopage, c'est le fait de prendre une substance ou d'utiliser un procédé qui vise à augmenter artificiellement les capacités d'un individu, substance ou procédé interdit par le règlement. Et c'est cette fin de phrase qui a toute son importance parce que ainsi, le fait de prendre de l'eau, eh bien oui, pour de l'endurance, ça va augmenter les capacités, mais c'est autorisé par le règlement. Logique. Par contre, le fait de s'injecter des globules rouges dans le sang pour avoir une meilleure endurance, ça, c'est pas autorisé par le règlement, ça en fait donc du dopage. Alors concrètement, ces définitions, elles nous amènent nulle part. Quand on parle de dopage, les gens pensent directement stéroïdes anabolisants, voire EPO pour avoir une meilleure endurance. Seulement, le dopage ne s'arrête pas à ça, il y a différents types de dopage avec des objectifs complètement différents. Parmi les plus connus, nous avons premièrement les anabolisants, donc ça c'est le fait d'utiliser des hormones, des facteurs de croissance, etc. qui ont pour but d'augmenter votre masse musculaire artificiellement. Donc simplement, la masse musculaire dépend principalement de la testostérone. Le fait de s'injecter de la testostérone fait que vous allez avoir plus de masse musculaire. C'est le dopage auquel on pense le plus souvent. Deuxièmement, on a le dopage qui va augmenter les capacités cardiovasculaires. Donc pour celui-ci, on a principalement l'EPO, l'érythropoïétine. C'est ce que vont utiliser par exemple les cyclistes, les footballeurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais il faut savoir qu'il y a plein de vidéos sur YouTube qui vous permettront de mieux comprendre comment fonctionne le dopage dans tel ou tel sport. Je vous encourage à aller les regarder. Ensuite, il y a les brûleurs de graisse, notamment avec le clenbutérol. Donc les brûleurs de graisse, ils ont deux objectifs majeurs. Le premier, c'est d'afficher une belle shape, une belle forme, un bel esthétique en vue d'une compétition ou simplement de faire le malin sur Instagram ou encore de pouvoir descendre plus facilement d'une catégorie de poids dans certains sports. Ensuite, il y a un dopage un peu moins connu, c'est le dopage pour la concentration. Donc il peut servir par exemple aux gardiens de but, au sport où on a besoin de bons réflexes, aux jeux vidéo. À ce sujet, Brunol a fait une super vidéo sur YouTube qui parle entre autres de l'Adderall, un produit qui permet d'avoir une meilleure concentration et qui est considéré comme étant du dopage. On a ensuite plein d'autres catégories, les produits dopants qui permettent d'avoir une meilleure récupération, qui permettent d'être plus détendus lors d'une compétition, qui permettent d'être plus agressifs lors d'une compétition, etc., etc. Il faut savoir que pour chaque trait de caractère impliqué dans une compétition, on a un produit dopant qui peut amplifier cet effet-là. Il y a plein de documentation à ce sujet et si jamais ça vous intéresse, je vous encourage à vous renseigner un peu. Globalement, ça c'était pour vous faire comprendre que le dopage, ce n'est pas forcément prendre des stéroïdes anabolisants pour devenir énorme ou prendre des produits pour avoir une meilleure capacité cardiovasculaire. Le dopage, ça s'étend à plein de choses. Quand on parle de dopage, il y a souvent des gens qui vont vous dire « Non, mais tu te trompes, moi j'ai fait du foot à haut niveau, j'ai fait du sport à haut niveau, personne se dope. Non, moi j'adore le foot, tu vas pas me faire croire que tous les sportifs se dopent. Non, mais attends, franchement, qui irait se doper? C'est vraiment pas bien. Tu crois vraiment que les gens sont des merdes pour se doper, etc. etc. » On a plein de gens qui vont vous dire qu'en fait, il y a juste eu 2-3 petits cas plic-ploc qui se dopent et que globalement, personne ne se dope. Alors mon avis sur le sujet, c'est que concrètement, à haut niveau, donc quand je dis haut niveau, je parle du niveau Jeux Olympiques, niveau élite mondiale, niveau élite nationale. Concrètement, moi je pense que tous les sportifs de haut niveau sont amenés un jour ou l'autre à se doper. Il suffit par exemple de prendre le cas du cyclisme. On a Armstrong qui s'est dopé durant plusieurs années et comme par hasard qui a gagné plusieurs compétitions. Durant toute cette période-là, on faisait des tests et hop, pas dopé, tout va bien. Après ça, on se rend compte qu'il se dopait, on se dit ok, c'est bon, fin du sujet. Sauf que non, le fait que l'on apprenne par après qu'il se dopait implique deux choses. La première, c'est que concrètement, on s'est facilement passé entre les mailles du filet. Si ce type a réussi plusieurs fois à passer le contrôle antidopage sans se faire coincer alors qu'il s'est dopé durant de longues années, ça veut dire que les tests ne sont pas super fiables. La deuxième chose, c'est que quand lui, il a à chaque fois gagné ses compétitions avec 30 secondes ou une minute d'avance sur le numéro 2, est-ce que le numéro 2 était naturel et il était juste un tout petit peu moins bon et dans ce cas-là, ça veut dire que le dopage n'a pas tant aidé que ça Armstrong? Ou bien est-ce que ça veut dire que tous les autres dans la course étaient aussi dopés et que c'est juste que Armstrong s'entraînait mieux, qu'il avait une meilleure génétique, un meilleur mental et que c'est grâce à ça qu'il a gagné? Je sais pas, faut un peu réfléchir. Mais concrètement, vous regardez les sportifs actuels, encore plus dans cette période d'après-coronavirus, vous avez des joueurs de foot qui jouent 2 matchs par semaine. Donc voilà, on va vous dire oui, mais ils ont fait ça depuis tout petit, leur corps s'est habitué, etc. Ok. Le pays des bisounours, c'est pas mal. Pour rebondir sur les tests, il faut savoir deux choses. La première, c'est que tous les tests ne sont pas fiables pour la simple et bonne raison qu'il y a un principe qu'on appelle le principe de demi-vie. C'est-à-dire que quand vous utilisez un produit dopant, ses effets restent durant une durée déterminée dans votre organisme, mais la présence de ce produit ne reste pas forcément longtemps visible dans votre corps.
Ça s'appelle le principe de demi-vie. Autrement dit, disons que je m'injecte tel produit durant 6 mois en vue d'une compétition, j'ai énormément d'effets, je m'améliore, etc. Et je sais que si j'arrête d'en prendre durant 24 heures et que je pisse beaucoup pour les produits qui sont détectés dans les urines, je vais pouvoir passer entre les mailles du filet lors du test. La deuxième chose, c'est simplement de se rendre compte du business généré par le sport. On parle de milliards d'euros. Vous comprenez bien que si on était en mesure de tester tous les joueurs et qu'on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de dopés, comment vous voulez continuer à battre des records? Vous prenez le record du 100 mètres, vous prenez le record d'haltérophilie, bien évidemment qu'il y a l'entraînement, qu'il y a le mental, qu'il y a la génétique qui sont impliqués, mais il y a un moment où les gens regardent les Jeux Olympiques pour voir des nouveaux records battus. Ils ne regardent pas les Jeux Olympiques pour voir un mec donner le maximum de sa vie si durant 20 ans d'affilée, personne ne bat le record de sprint. Ça ferait chier tout le monde. Quoi qu'en soit, il reste la notion d'effort, mais si on se rend compte qu'on ne battra plus jamais le record du sprint, ça risquerait de perdre de son intérêt. Donc à ce niveau-là, est-ce qu'on ne va pas plutôt encourager les gens à aller le plus loin possible au niveau des capacités humaines pour battre ces records et continuer à entretenir le divertissement des gens, du pain et des jeux. Globalement, si ça vous intéresse, je vous encourage à vous renseigner sur le principe de demi-vie. Il y avait par exemple une vidéo du Dr TN, un youtubeur musculation qui parle beaucoup de dopage, qui avait fait une vidéo sur un youtubeur musculation très connu en France, et le youtubeur en question lui avait dit écoute, si tu me soupçonnes de dopage, je t'en prie, faisons des tests. Et comme vous pouvez le voir sur l'écran, l'auteur de la vidéo lui a expliqué tout simplement pourquoi ce n'était pas envisageable de prendre cette proposition au sérieux. Et concrètement, il nous a fait réaliser que non, c'était vraiment pas possible de pouvoir tester quelqu'un au produit dopant aussi facilement, et que donc, il était très facile de mentir à ce sujet. On en vient à la question pourquoi les gens se dopent. Alors c'est très simple, il y a deux types de raisons pour lesquelles les gens pourraient se doper. Premièrement, il y a les raisons internes, donc c'est simplement le fait de vouloir être le meilleur, le fait de vouloir se dépasser. Personnellement, je ne veux choquer personne, mais si j'avais eu l'impression d'avoir une génétique vraiment géniale pour ce sport, que j'avais vraiment eu l'impression que j'avais un avenir, que j'aurais pu gagner ma vie simplement avec ce sport, ouais, peut-être que l'idée me serait venue de me doper, je sais pas. Moi je me suis entraîné 5 fois par semaine durant 1 an ou 2, je me suis beaucoup consacré sur ce sport, j'ai passé du temps à apprendre, j'ai mordu sur ma chic, j'ai toujours essayé d'aller plus loin. Pour moi, ça fait partie du genre de sacrifice qu'on est prêt à faire quand on veut devenir le numéro 1 mondial. Bien évidemment, ça ne s'est pas avéré être mon objectif, mais concrètement, je peux comprendre que quelqu'un qui veut devenir le meilleur au monde soit prêt à faire ce genre de sacrifice, étant donné que pour moi, le numéro 1 mondial est dopé, donc si tu veux te mettre au même niveau que lui, tu dois te doper. Et ensuite, on a les raisons externes. Les raisons externes, ça peut simplement être le fait de se dire « Tiens, je suis dans un milieu où tout le monde se dope, si je veux avoir ma chance de gagner et que je suis persuadé que tous sont dopés, eh bien, il faut que je me dope. Voilà, c'est comme ça, je dois faire comme les autres si je veux pouvoir m'en sortir. » De la même manière, quand vous voyez qu'en natation ou en athlétisme, on crée des tenues les plus aérodynamiques possibles, qui vont vous faire gagner 1/100 de seconde, vous pensez bien que si tout le monde dans la compétition prend cette tenue, et bien moi en allant à cette compétition, je vais vouloir prendre la même tenue. Si ça fait gagner 1/100 de seconde, je vois pas pourquoi je m'en priverais. De la même manière, si on part du principe que tout le monde se dope, dans les raisons externes, il y a aussi bien évidemment la pression que vous pouvez avoir soit de votre sponsor, soit de votre entraîneur, soit de votre famille, de vos amis, de votre équipe. Pour le sport en équipe, on peut se dire tiens, je veux gagner ma place dans cette équipe, donc je suis prêt à tout pour jouer à la place de l'autre. Et donc être prêt à tout, ça veut dire être meilleur, meilleure endurance, meilleure récupération, etc. Pour les sports individuels, on va juste se dire tiens, je veux participer à cette compétition, eh bien oui, je dois être le meilleur, donc soit j'y vais, je me rends compte que je suis pas assez bon, soit je vais absolument faire partie du top level. Mais là concrètement, il y a plein de gens qui vont me dire non mais mec, t'es complètement en train de divaguer, le dopage en calisthenics, tu rêves, les mecs ils sont pas, c'est pas des Mister Olympia, ils sont pas méga taillés. Et c'est là que je vais vous parler de l'anavar. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a plusieurs types de dopage et on pense souvent aux anabolisants. Il faut savoir que dans le calisthenics, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui vont partir sur des anabolisants pour la simple et bonne raison que au plus on est lourd, au plus certains exercices vont être difficiles, au plus il faut manger, etc. Enfin c'est un mode de vie qui est un peu plus compliqué, au plus le corps va trinquer parce qu'il faut savoir que les anabolisants c'est jouer avec les hormones et que qui dit jouer avec des hormones dit jouer avec le foie, etc. Et surtout que c'est pas discret, hein. Je veux dire quand vous voyez certaines personnes dans le calisthenics qui étaient minces et qui sont devenues énormes, voilà, on peut se dire que le brocoli poulet ça marche très bien. Ouais, pourquoi pas. Mais il faut savoir que les anabolisants, ça fragilise énormément vos tendons
C'est pourquoi beaucoup de bodybuilders de haut niveau, bizarrement, s'entraînent en léger. Après, ils vont vous dire oui, mais moi je prends des poids de 6 kg, contraction volontaire, blablabla. Je vous jure que quand vous vous renseignez et que vous vous intéressez à ce sujet, vous comprenez plein de choses. Bon, là je m'égare, on va repartir sur l'anavar. Alors l'anavar, c'est quoi? C'est de l'oxandrolone. En gros, c'est une substance qui va principalement augmenter votre force et vous faire sécher. Parfait pour le calisthenics, non? Alors en fait c'est beaucoup plus intéressant pour notre sport pour la simple et bonne raison que si je prends des stéroïdes anabolisants, je vais devenir énorme et en plus je vais me fragiliser. Donc c'est vraiment pas discret. Par contre si je prends de la navar, en fait tout simplement je vais augmenter mon capital de puissance, je vais un tout petit peu sécher, donc je vais plus ou moins continuer à passer entre les mailles du filet. Il faut savoir que c'est ce stéroïde que beaucoup de femmes utilisent dans les sports de haut niveau pour augmenter leur force sans directement ressembler à des chevaux et à des hommes. De nouveau, je vous invite à vous renseigner sur ce produit que l'on trouve en vente libre en Bulgarie. Désolé, lapsus sorti tout seul. Ce produit n'est absolument pas cher parce que voilà, les gens vont vous dire ouais mais mec, prendre des stéroïdes ça revient super cher. Il faut savoir que c'est un mythe. Pour faire partie du top niveau en bodybuilding, oui, il faut investir énormément dans la pharmacie, mais concrètement, prendre un peu de testo par-ci, un peu de testo par-là, ça revient pas si cher que ça. Et la navar, encore moins. Je vais pas commencer à vous dire combien ça coûte, mais si vous vous renseignez bien, vous verrez que c'est pas cher et que les gens qui vous disent non mais mec, moi je me dope pas, t'es fou, j'ai pas les thunes pour ça. Posez-vous des questions, parce qu'en fait, une fois qu'on se renseigne, on sait que c'est pas cher, donc peut-être que les gens sont juste pas renseignés et qu'ils en savent rien, ou peut-être que c'est une excuse parfaite pour vous dire que non, ils se dopent pas, ils ont pas les moyens, ils vivent dans des pays où ils ont pas beaucoup d'argent, vous comprenez, les pauvres, 30 € par mois, pardon. C'est pas cher, c'est discret, mais il y a quand même des inconvénients. Le premier inconvénient avec la navar, c'est que ça démolit votre foie. Ça, c'est la raison principale pour laquelle, malgré le fait que je ne vise pas le haut niveau, je n'ai jamais voulu tenter ce genre de truc. Oui, j'assume complètement y avoir pensé, hein. Au début, je me suis dit, bah écoute, tu peux comme t'en offrir une petite. si c'est comme de la protéine en poudre, de la créatine, que ça fait pas de mal au corps, pourquoi j'essayerais pas? Eh bien tout simplement parce que ça démolit ton foie, tu vois, donc à ce niveau-là, moi personnellement, ça va. Hein. Mais il y a des mecs qui s'en foutent, qui se disent tiens mais je vais vivre du calisthenics, je vais vendre des programmes, je vais gagner ma vie, grosse connerie, et qui du coup vont prendre ce produit, sauf que on ne peut pas prendre de la navar sur le long terme parce que ça te démolit le foie. Donc concrètement, que font les gens qui prennent de la navar? Ils ont des périodes on et des périodes off, c'est-à-dire des périodes durant lesquelles ils sont sous produit et des périodes durant lesquelles ils ne prennent pas de produit. Il faut savoir que les gains accumulés durant les périodes avec produit vont plus ou moins se perdre durant les périodes off, mais on sera toujours plus fort que si on n'avait jamais pris de produit. Globalement, ceci va peut-être vous donner un petit indice sur la raison pour laquelle certaines personnes sont super fortes durant 3 mois, participent à des compétitions, gagnent des compétitions, et puis disparaissent subitement durant un petit temps et puis reviennent par magie, etc. Alors que concrètement, voilà, on est tous différents, mais moi quand je me blesse le coude, je perds 3-4 mois et je reviens pas plus fort, hein. Il faut du temps pour redevenir plus fort. Donc voilà, il y a des mecs qui se blessent, ils reviennent avec un niveau au-dessus, ils vous postent leurs meilleures photos avec un physique incroyable, avec les fameux « vous êtes pas prêt, ready to the next level ». Bah voilà, vous regardez juste au Burning Gate comment ça se passe. Concrètement, vous regardez en Italie, il y a certains athlètes qui pètent et qu'on ne voit plus durant un petit temps, puis qui reviennent, etc. On ne sait pas ce qui se passe parce qu'il y en a qui vont dire qu'ils se blessent, et puis il y en a tout simplement, ils donnent pas de signe de vie, ils disparaissent et ils reviennent. Simplement du hasard. Alors je vous arrête tout de suite, je suis pas en train d'accuser telle ou telle personne parce que concrètement je ne peux pas avoir la preuve claire et nette que X se dope. Si on parlait de bodybuilding niveau Mister Olympia, là je sais vous dire, lui il est dopé. Je vais pas le dire parce que dans tous les cas, vous savez, c'est dangereux. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Une fois qu'on se connaît un tout petit peu dans le milieu, on se rend compte que gagner Mister Olympia en étant naturel, c'est impossible. Mais dans le calisthenics, il n'y a pas un truc aussi direct que ça. On ne sait jamais se dire, tiens, mais est-ce que ce mec, il est super costaud parce qu'il s'entraîne comme il faut? Est-ce qu'il mange comme il faut? Est-ce qu'il a la bonne diététique? Est-ce que c'est juste la photo qui est cheatée, etc. C'est plus compliqué, mais il y a des signes qui permettent de douter un peu. Premièrement, comme j'ai dit, il y a les périodes on-off. Donc voilà, personnellement, moi j'ai eu des périodes on-off parce que je me suis fait toutes les blessures du monde, j'ai pas énormément progressé, mais comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui font des et qui montent toujours plus haut. Ensuite, deuxième chose, il y a la ceinture scapulaire. Alors la ceinture scapulaire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut savoir que les muscles de la zone de la ceinture scapulaire, à savoir le haut de pectoraux, les trapèzes et les deltoïdes postérieurs, répondent super bien aux stéroïdes. C'est pourquoi, dans le milieu du bodybuilding, on a tendance à se méfier de quelqu'un qui a à la fois un haut de pec développé, des trapèzes développés et un arrière de deltoïde développé, parce que concrètement, si on s'intéresse à la génétique, on se rend compte que c'est presque pas possible d'avoir les trois développés. Alors qu'en plus, en bonus, on a des gens qui ont des boutons que sur les trapèzes, que sur l'arrière des deltoïdes, mais aucun sur le visage. Il y a les progrès en dents de scie, mais aussi le progrès linéaire. En fait, la personne qui va faire un progrès comme ceci, qui va jamais se blesser, qui va continuellement monter de niveau, sans jamais avoir de phase de plateau,
eh bien celle-là, je vais vraiment la soupçonner parce que concrètement, c'est impossible. Bien évidemment, il se peut que pendant qu'on fait une phase de plateau planche, on progresse en front lever, puis durant la phase de plateau front lever, on progresse en planche, etc. Mais quelqu'un qui progresse continuellement sur tous les mouvements sans jamais avoir de période de plateau, pas normal. Au bout de 3-4 ans, normalement, tu es censé progresser plus lentement. La quatrième chose qui va vraiment me frapper, moi, c'est les gens qui ont une génétique, par exemple, planche, et qui vont avoir un niveau de ouf sur les front lever pull-up. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, il y a différents morphotypes. C'est pas parce que tu es bon en planche que tu n'auras jamais de front lever pull-up, c'est pas parce que tu es bon en front lever pull-up que tu n'auras jamais la planche, mais concrètement, être super bon dans tout, c'est pas vraiment normal. Tu es censé toujours avoir un niveau meilleur dans un des mouvements. Les mecs qui ont un niveau vraiment très bon partout, alors si je fais cette vidéo, ce n'est pas du tout pour pointer du doigt les gens qui se dopent, tout simplement parce que moi je comprends ces gens. Je pars du principe qu'on est dans un monde compétitif, on est surtout dans une société qui actuellement est archi narcissique et égocentrique, qui passe son temps à se montrer sur les réseaux sociaux et à grandir à coup de tuer le futur numéro 1, tu peux le faire. Moi je comprends totalement que des gens qui soient vachement investis dans un sport décident de franchir le pas. On pourrait se dire, ouais, mais s'ils se dopent, ils devraient avoir l'honnêteté de le dire qu'ils se dopent, par rapport aux débutants qui, eux, ne comprennent rien et vont rêver de tout et de n'importe quoi. L'idée n'est pas mauvaise, mais en soi, on a un problème qui est l'immense hypocrisie de notre société par rapport au dopage. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai l'intime certitude que tous les sportifs de haut niveau se dopent. Dès qu'un sport a 3-4 ans et qu'il y a des compétitions, des championnats du monde, etc., je suis persuadé que les meilleurs prennent d'office des produits. Mais à partir du moment où la société ne veut pas le reconnaître, qu'on part du principe que oui, les dopages c'est mal, ceux qui se dopent ce sont des tricheurs, franchement, je peux comprendre que ceux qui se dopent n'aient pas envie de le reconnaître, tout simplement parce que tu ne peux pas être honnête avec des gens qui se ferment les yeux. Si toi, tu es débutant, tu es persuadé que personne ne se dope et que tu es dégoûté à l'idée de concevoir que les top levels se dopent, eh bien, il est temps de te réveiller et de te rendre compte que si le but de tous les sports, c'est de battre des records, c'est d'aller toujours plus loin, eh bien on est prêt à tout. Il y a des mecs qui s'entraînent 7 jours sur 7, toute leur vie tourne à propos du sport. Tu prends un mec comme Cristiano Ronaldo, il a tout ce qu'il faut pour être au top niveau. Le mec il a carrément une cabine de cryothérapie chez lui. Et tu penses que des gens qui s'investissent à ce point dans ce sport, qui en font leur salaire, c'est leur moyen de vivre, tu crois que ces gens-là, ils vont vraiment se dire « Tiens, prendre des produits qui me permettraient d'être vachement meilleur ?» Non, non, j'ai pas envie, c'est pas éthique. Non, non, mais pas envie. Par contre, durant un match, ça me dérange pas de simuler tout, c'est pas éthique, mais on s'en fout, c'est pour gagner. Faut se réveiller un moment. Les mecs, ils prennent des compléments, ils prennent des antidouleurs durant certaines compétitions pour oublier la douleur. Il y en a qui prennent du cannabis pour se détendre avant un match. Et toi, tu penses que le dopage, ça non. Le dopage, depuis que je suis petit, on me le vend comme quelque chose de vachement grave. Concrètement, il faut savoir que le sport, c'est bon pour la santé, mais que le top level, c'est d'office mauvais pour la santé, tu vas toujours trop loin. Donc, pars du principe qu'un mec qui fait du sport pour vivre, eh ben, je pense qu'il n'a aucun problème à perdre 5, 10, 15 ans de sa vie parce qu'il se dope. Tu regardes des types comme Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger, etc. Eh ben, ils sont pas dans un super bon état actuellement, problème de cœur, problème de rein, problème de genoux. Mais voilà, ils ont vécu de ça, ils ont voulu aller au top niveau, ils l'ont réussi. Mais rends-toi compte qu'ils ont fait des sacrifices. Donc moi, je veux pas du tout médire ces gens-là. Je veux juste que toi, en tant que débutant, en tant que passionné, peu importe, tu te rendes compte que non, tout le monde n'est pas égal, comme j'ai dit dans ma vidéo sur la morphologie, et que oui, le dopage, ça existe. Après, est-ce que tu dois te dire, tiens, cette équipe-là qui est super forte, je suis sûr qu'ils sont tous dopés? Non, non. Tu dois pas te dire que forcément les meilleurs sont tous dopés. Tu dois juste te dire que, tiens, le mec qui arrive à faire toutes les figures, qui est premier partout, qui n'arrête pas d'enchaîner toutes les compétitions, qui gagne tout le temps, qui a un putain de haut de pec, des trapèzes développés et des deltoïdes postérieurs développés, qui a des boutons partout, qui se blesse jamais, qui vit du calisthenics et qui vend des programmes et qui est dans un pays où le dopage est facilement accessible, et bien tu dois juste te dire ok, ce mec là peut-être qu'il se dope, je vais pas en faire un exemple, mais concrètement, voilà, si dans son pays c'est dur d'avoir du boulot et qu'il en vient à se doper pour pouvoir se faire de la thune, voilà, moi je trouve que c'est un mauvais plan, mais je peux comprendre qu'il y ait pensé. Donc plutôt que de critiquer ceux qui ont une bonne génétique, ceux qui se dopent, etc., pense plutôt à garder des énergies positives, à te dire tiens, ceux-là, j'en fais pas mes modèles, je vais me baser sur des gens qui m'ont l'air naturels. Naturel? Quand tu vois un mec qui est bon partout et qui éclate tout en Italie, n'en fais vraiment pas un objectif, mais dis-toi juste que lui, c'est son rêve. Est-ce qu'à sa place, tu ne te doperais pas pour être le meilleur ? Je sais pas. Concrètement, la majorité des débutants dans ce sport se disent « je veux être le nouvel Eric Ortiz, je veux la Maltese full press, etc. » Ils rêvent que de trucs incroyables que seule l'élite peut faire, mais ils vont se dire « non, par contre, je me dope pas. Non, non, ça c'est non. Quoi, ça me permettrait de faire une Maltese à une main ?
Non, personne l'a jamais... Non, mais je sais pas, j'ai pas envie, je veux être le meilleur, mais ça non, je veux être le meilleur juste éthique. Concrètement les gars, quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a de la réputation en jeu, l'éthique ça n'existe pas. Je terminerai simplement en parlant de la créatine et de la whey, donc la protéine en poudre. Est-ce que c'est du dopage? Alors la créatine, qu'est-ce que ça fait? La créatine, ça augmente la rétention d'eau, c'est censé augmenter un peu la masse musculaire, c'est censé vous faire prendre un peu de volume, vous faire prendre en force et éventuellement accélérer votre récupération entre les séries de force. Alors il faut savoir qu'au niveau du volume musculaire, ça a été prouvé que oui, la créatine entraîne de la rétention d'eau et donc vous fait prendre un peu de volume. Donc si vous faites du bodybuilding, pourquoi pas. En revanche, tout ce qui est lié à la force, ça n'a pas vraiment été prouvé scientifiquement, on a encore des doutes à ce sujet-là. Personnellement, il y a 2 ou 3 ans, j'ai pris de la créatine durant 3 mois. Voilà, peut-être que c'était placebo, j'ai eu l'impression que je récupérais mieux. J'en avais pris 3 mois en vue d'une compétition, je m'étais dit ouais écoute, si tu fais une compétition, il faut. Finalement, il n'y a pas eu la compétition, j'en ai plus jamais repris. J'ai dépassé ce niveau-là par après et je me dis juste que non, la créatine c'est pas indispensable. Et surtout, non, ce n'est pas considéré comme du dopage. Moi, je te recommande pas d'en prendre, surtout si tu es prédisposé à la calvitie. Donc si ton père était chauve à 30-40 ans, pose-toi des questions. Parce que la créatine accélère ce processus d'alopécie androgénique, de calvasse. Deuxièmement, la protéine en poudre, il y a des gens qui vont dire non mais mec, la protéine en poudre c'est pas naturel, c'est du dopage. Oui et non. Alors oui, c'est pas naturel, mais non, ce n'est pas du dopage. En fait, c'est juste se servir du lait, prendre toutes les protéines, en faire de la poudre, et tiens, c'est vachement pratique si tu veux prendre de la masse au début. Concrètement, de nouveau, moi j'en ai pris durant 1 an quand j'ai voulu prendre de la masse. Après ça, j'ai arrêté, j'en ai plus jamais pris, et je me porte très bien, voilà. Petite parenthèse, de la même manière, j'ai pris des oméga 3, j'ai pris du collagène, j'ai pris de la glycine. Quand j'en prenais, je me suis blessé, quand j'en prenais pas, je me suis blessé. Moi, si je peux vous donner un avis, les gars, prenez pas de compléments, ça sert pas à grand chose. Éventuellement, les BCAA, ça a été reconnu comme efficace, mais voilà, vous faites pas du bodybuilding, vous embêtez pas avec ça. Je termine ma digression et je reviens sur la whey. Pourquoi est-ce que certains gens pensent que la whey c'est un produit dopant? Parce que dans certains laboratoires où on fabrique de la whey, on a eu des résidus de stéroïdes dans certains pots et du coup on se dit que ouais voilà, si dans certaines situations il y a eu des résidus, ça veut dire que toi tu as pris des stéroïdes machin. Voilà, concrètement la whey c'est pas du dopage, mais de nouveau c'est pas super utile. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur le dopage. J'ai essayé d'aborder tous les points qui me semblaient essentiels. Je suis pas allé méga en profondeur et je vous encourage vous-même à vous renseigner à ce sujet. Il y a des vidéos sur le dopage dans le foot, des vidéos sur le dopage dans le cyclisme et des vidéos sur le dopage dans le monde du bodybuilding, et à ce niveau-là vous pouvez déjà apprendre pas mal de choses. Je vous recommande vraiment d'écouter les gens qui se dopent en parler, ils vous expliqueront à quel point le dopage fait la différence. Pour vous donner une idée, il y a des gens qui font du développé couché à 100 kg depuis 4-5 mois, ils prennent de la Navarre, pouf, ils montent à 120-130 kg en l'espace de 2 semaines. Rendez-vous compte que s'il y a un business autour du dopage, c'est que oui, c'est une efficacité. Il y a un business aussi au niveau des compléments alimentaires, mais ceux-ci ne sont pas dangereux pour la santé. Le dopage, c'est dangereux pour la santé, c'est pour ça que c'est interdit en compétition. Mais il faut savoir que voilà, il y a des gens qui sont prêts à prendre les risques, et des gens qui vont prendre des plus petites doses, des gens qui vont prendre des grandes doses, et que concrètement, ces gens sont prêts à tout pour être les meilleurs, et que oui, le dopage, ça existe, même dans notre sport. Ciao les gars!